Bonjour à tous, bienvenue à ces rendez-vous là, de l'agriculture urbaine qu'on organise depuis un an déjà, et donc une fois par mois. Cette fois-ci, enfin, depuis quelques mois, c'est le CIRO qui a pris le lead là, pour faire des présentations. Donc, on se reparle là, à la fin de, de ce séminaire pour annoncer le prochain et le dernier de l'année qui s'en vient avant la saison estivale. Ok, super, merci. Voilà, Je sais- vous pouvez me voir là. Ah, voilà. Bonjour, enchanté. Je sais pas combien de personnes on attend aujourd'hui. J'ai vraiment pas beaucoup d'infos en fait. C'est Nicolas qui gère plutôt ça. On attend combien de gens? C'est vous qui gérez de votre côté. Je peux pas, Ok, ça va. je peux pas te le dire, t'informer. En général, on est une bonne trentaine, 40, c'est variable. Ça va. Bon, on va encore attendre 1 ou 2 minutes. Sinon, ce qu'on fera, c'est que je vais présenter ma partie à moi. Et puis alors, Nicolas, quand il nous rejoindra, présentera sa partie. Ça peut aller aussi. On va juste attendre que la dernière personne arrive, quoi. C'est En parfait. fait, il a été contrôlé par la police en conduisant, et donc il a dû montrer ses papiers, donc j'ai un bazar, et donc il est un peu en retard à cause de ça. Voilà, ça arrive. Il est quelle heure chez vous? Il est midi. Ah, midi. Nous, c'est sur l'heure du midi. Vous, c'est sur l'heure de l'apéro. Ouais, on peut dire ça. Oui, donc par rapport à la question vis-à-vis de la rediffusion, donc là la réunion est en train d'être enregistrée, et donc on pourra bien entendu vous envoyer la rediffusion. Euh, je sais pas via quel canal, mais je suppose le canal habituel. Mon écran. Ok, bah bon, je propose qu'on commence là maintenant, 5 minutes. Donc, je sais bien que Groove a déjà été présenté précédemment par justement Nicolas. Donc, je vais peut-être pas réexpliquer tout le projet. Enfin, lui va pouvoir le faire s'il le juge nécessaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, donc c'est un projet qui a été lancé il y a assez longtemps, qui visait à coacher en fait enfin, qui visait en partie à coacher des projets de serre en toiture pour essayer de trouver des synergies, notamment énergétiques, économiques ou autres, entre des serres et des bâtiments. Ça s'est fait en fait en Belgique et en France et un peu au Luxembourg aussi à l'époque. On a eu aussi lancé 4 projets pilotes en Allemagne, en France, en Belgique et au Luxembourg. Ça, c'est via nos partenaires. Donc, on a notamment une serre à Jean-Blou qui est adossée au bâtiment. Donc, c'est la serre Serrure qu'elle s'appelle, qui maintenant est opérationnelle d'ailleurs. Et alors, en plus de ça, on a, à partir de mars, on a lancé un nouveau coaching de 10 nouveaux projets. Mais ici, c'était plus en francophonie, on va dire. C'était vraiment axé sur tout ce qui est Nord-Ouest Europe. Donc, Irlande, Angleterre, France, Pays-Bas, Allemagne et bien sûr Belgique. Donc ici, voilà, j'ai fait une petite carte avec les 10 projets que, donc on a eu bien sûr un jury, on a eu une vingtaine de candidatures, on en a sélectionné 10. Et alors, j'ai fait ici une petite carte qu'on peut voir ici, enfin je vais mettre en diapo. Voilà. C'est la partie Nicolas qui présentera après. Voilà la carte, donc des différents projets qu'on présente, et je vais simplement vous les présenter un par un, parce que vous allez voir, c'est assez varié comme projet. Donc en Irlande, on en a 2, à Dublin et à Cork. On en a 2 également en Angleterre, à Londres, un à Londres et un dans la banlieue. 2 à Bruxelles, en Belgique. Un aux Pays-Bas, 2 en Allemagne. Et alors un en France, à Lyon.
On va peut-être commencer par donc de New Farm qui est aux Pays-Bas, à La Haye. Alors, cette serre-là, la particularité, c'est qu'elle est déjà construite. On en a 3 comme ça qui sont déjà construites en fait. Donc c'est un bâtiment qui est détenu par la ville de La Haye et où il y avait déjà une serre précédemment. En fait, c'était la serre de Urban Farmers. Pour ceux qui connaissent, on avait publié un case study par rapport à ça. Enfin, je vais y revenir dans quelques instants. Donc c'est une société qui exploitait cette serre sur le toit, qui a fait faillite. Et donc maintenant, on se retrouve avec une serre vide et le propriétaire du bâtiment cherche un moyen de retrouver un nouveau business model qui est pérenne. Et c'est notamment pour ça qu'ils ont fait appel à Groove, pour qu'on les aide à définir un nouveau business model pour que cette serre puisse refonctionner tout en étant économiquement viable. Voilà quelques photos. Donc c'est une grande serre, hein, donc c'est plus de 1000 mètres carrés, presque dans le centre de La Haye, donc qui est la capitale politique des Pays-Bas. Ça, c'était 2-3 photos. J'ai pas beaucoup plus de photos pour celle-ci. Donc, ce qui est assez particulier, donc c'était qu'on avait alors Urban Farmers, qui est une grosse société qui exploite plusieurs serres en Europe, notamment en Suisse, qui avait vraiment lancé tout un système avec de l'aquaponie. C'était une serre de tomates principalement. Voilà, ils avaient investi vraiment beaucoup d'argent, ils avaient renforcé le toit, ils avaient renforcé l'étage d'en dessous pour pouvoir faire de l'aquaponie, puisqu'on est au 7e ou 8e étage du bâtiment. Donc l'étage d'en dessous où contenait les bassines avec les poissons, et l'étage du dessus contenait les tomates avec la serre. Et malheureusement, ça n'a pas marché, notamment pourquoi? Parce que on se trouve en Hollande où il y a déjà beaucoup de production de tomates. Et donc les clients n'étaient pas spécialement intéressés d'avoir des tomates plus chères qui venaient d'un toit, alors qu'il y en a beaucoup qui se font au sol. Et par rapport aux poissons, pareil, en fait, on est à la mer. Et donc la clientèle n'était pas au rendez-vous parce que ils ont beaucoup de poissons disponibles de la mer, et donc il n'y a pas d'intérêt pour eux de consommer des poissons d'aquaponie. Donc ils n'ont pas trop rencontré la clientèle, on va dire, et c'est pour ça que après 2 ans, le projet était déjà en faillite. Donc on se retrouve avec cette très belle serre qui est un super terrain de jeu pour nous, en fait, on va dire comme ça, puisqu'on va pouvoir vraiment réfléchir avec les propriétaires pour retrouver quelque chose de viable avec cette serre. Donc, voilà. Alors ensuite, ici on est en Allemagne, donc c'est un projet qui est porté par Haas Architect. Ici il y a Oberhausen, donc, qui est plutôt au centre de l'Allemagne, enfin centre-ouest. La serre est déjà construite aussi. Donc, et c'est une serre ici, en fait, où on fait beaucoup de recherches. Donc un peu comme la serre qu'on a à Jean-Blou. Pourquoi est-ce qu'ils ont postulé? C'était plus ici dans un esprit de collaborer et de partager ce qu'ils ont comme recherche et ce que nous avons. Donc c'est vraiment plutôt une collaboration ici, plutôt qu'un coaching, on va dire. Voilà quelques photos. Donc c'est une très belle serre en multi-chapelle. Et comme on voit, c'est super équipé, c'est vraiment high-tech. Donc c'est beaucoup de tests, c'est pour faire des tests, etc. J'ai pas d'autres photos malheureusement. Enfin, donc j'ai pas d'autres photos, mais donc il y a tout un système. En fait, en bas, c'est un centre pour travailleurs. Donc c'est les personnes en fait qui sont au chômage en Allemagne. Elles doivent venir dans un centre où elles se forment ou alors où elles travaillent pour l'État, enfin elles font du tri postal ou des autres choses de ce style-là. Et donc ici on est au-dessus de ce centre où il y a beaucoup de CO2 qui est dégagé vous voyez, vu qu'il y a beaucoup de personnes à l'intérieur du bâtiment. Donc on réutilise ce CO2. Voilà, il y a toute une synergie énergétique qui est très intéressante avec la serre. Ok. Ensuite, Immelgrün Kindergarten. C'est aussi en Allemagne, c'est un peu plus à l'est, presque près de la Belgique en fait. Donc la construction est en cours. Donc ici, il s'agit d'une crèche. Donc une crèche, c'est un jardin d'enfants. Je ne sais pas si vous dites ça en Canada aussi. Donc c'est un jardin d'enfants où donc il y a des enfants qui pour le moment viennent. Donc c'est privé là-bas. C'est un établissement qui est privé. Et alors, c'est dans un but vraiment éducatif qu'on fait une serre qui est connectée en fait à ils ont une espèce de cantine qui est connectée à cette serre donc pour utiliser la chaleur de la hotte, etc. Et donc le but c'est vraiment de pouvoir apprendre aux enfants qui sont en très bas âge comment les plantes grandissent, comment on cultive, voilà, c'est tout un système qui est vraiment pensé un peu différemment de ce qu'on a, c'est assez original.
Et alors, il y a d'autres enfants qui viennent d'autres écoles, etc., qui viennent aussi visiter, faire des ateliers, apprendre. Et le but, c'est de déployer ça sur plusieurs établissements. Enfin, il y a vraiment tout un projet, donc c'est un projet pilote ici. Mais si ça marche bien, ils aimeraient bien déployer ça sur plusieurs établissements pour apprendre, pour vraiment que les enfants apprennent à cultiver, enfin pas à cultiver, mais se familiarisent en fait avec tout ce qui est culture et etc. Donc voilà, donc au fond, en fait, c'est vraiment la serre est au fond. Ça c'est une photo, on dirait une vraie photo, mais c'est pas une vraie photo, c'est un dessin. Euh, et donc le restaurant est à droite, et en fait il y a une connexion qui se fait via le sol entre les deux. Et la serre fait quand même 200 mètres carrés, donc ça on dirait pas comme ça, mais ça fait quand même 200 mètres carrés à l'intérieur. Voilà, maintenant on est en Belgique, plus près de chez nous, à Bruxelles. Donc c'est le site de Rempart des Moines, qui est vraiment au centre de Bruxelles. Alors là, le statut, donc l'état d'avancement, il est tout Ouais, à fait Florent, je suis différent. là. Ah, Nico, salut. Bah, je vais continuer à présenter les projets, Nico, puis tu pourras présenter ta partie, ça va? Parfait. Donc, Rempart des Moines, donc on est vraiment ici dans le centre de Bruxelles. Et par rapport au statut, donc c'est différent des trois autres que je viens de présenter, qui sont construites ou presque construites. Ici, on vient seulement de déposer la demande de permis. Donc, il faudra du temps. On va pas, vu que le coaching fait 1 an, en fait, on va pas connaître la serre construite. Mais c'est pas grave, parce que c'est aussi là qu'on a beaucoup à apporter. C'est dans la conception de la serre et de la connexion avec le bâtiment, et aussi même dans la construction du bâtiment, où on peut déjà donner des conseils pour que la synergie se fasse de manière optimale entre la serre et le bâtiment. Et c'est un projet qui est porté par la ville de Bruxelles. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est vraiment en plein centre de Bruxelles. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu, c'est à côté de Tour et Taxi. Vraiment très central. Et alors, donc ici, ils avaient fait un petit dessin. Donc, on voit en fait à gauche, on voit les immeubles. Donc, c'est des immeubles un peu des immeubles comme des immeubles de banlieue, quoi, on peut dire. Des blocs où les personnes résident. Donc, c'est des immeubles en fait, c'est des logements sociaux. Donc, c'est des logements qui appartiennent à la ville pour des personnes précarisées qui sont louées à bas prix. Et alors, ça va changer. Donc, ça va devenir la situation à droite. Et alors, là où j'ai entouré, c'est là où la serre sera sur le toit. Et en dessous, ça sera un gymnase, donc ça veut dire un endroit où il y aura un terrain de basket, terrain de mini-foot, voilà, un endroit sportif. Et ici, il y avait une vue sur un dessin d'architecte. Euh, on voit la glacière qui est sur le toit, et les étages en dessous, et le gymnase de basket au milieu. Il y aura aussi des bureaux, normalement. Voilà. Ensuite, on a le projet Elisabeth, qu'on vient justement d'aller visiter cet après-midi avec Nico. Enfin, pas le projet, mais l'endroit où le projet va être construit. Donc ça aussi, c'est en plein centre de Bruxelles. C'est porté ici par des privés, donc c'est un promoteur immobilier en fait, qui porte ce projet-là. Le business model, il est encore à définir, mais il y a vraiment un objectif d'être à la fois social, parce que, enfin, social et éducatif en fait, parce qu'il y a beaucoup d'écoles autour qui aimeraient bien venir un peu faire des ateliers, des trucs comme ça dans la serre. Plus quand même business, parce qu'il y a un restaurant qui va pouvoir se servir de la production de la serre pour mettre directement à la carte. Donc ça va être un mix social et business. Donc le but, c'est pas de la rentabiliser, mais c'est plutôt de montrer qu'on peut produire en ville et comment on produit et comment on peut bien produire en ville. C'est surtout ça l'objectif pour le moment en tout cas, parce que ça peut encore changer vu que c'est pas avant dans 2-3 ans que le projet sera vraiment terminé, mais en tout cas c'est l'objectif. Et ouais, donc il y a un restaurant et un magasin qui sont intégrés au projet. Et alors ça sera au-dessus, enfin voilà la photo. Enfin, voilà, donc pour la situation, donc c'est aussi au plein centre de Bruxelles. Et voilà à quoi ça ressemblerait ici. Et alors en dessous, c'est assez particulier, c'est une salle, c'est une ancienne salle de concert opéra du 19e siècle, qu'on va réhabiliter pour redevenir une salle de concert en fait. Voilà un peu à quoi ça ressemble pour le moment, donc c'est assez beau. Et donc ça va être réhabilité, le toit va être aplati, on va pouvoir faire la serre au-dessus. Et donc voilà, ça va un peu redynamiser le quartier d'un point de vue social et culturel. Ensuite, en France, ma ville verte, qui se trouve à Lyon. Donc Lyon, pour ceux qui voient un peu où c'est
à l'est de la France, plutôt vers le sud, milieu sud-est de la France, on va dire. Les travaux là-bas sont imminents, donc ça veut dire que le projet le permis a été accepté par les autorités, mais les travaux n'ont pas encore commencé. Donc on est vraiment dans les dernières phases avant de commencer les travaux. C'est aussi porté par un promoteur immobilier, comme Green Nest. Et là, le type de business model sera aussi social et business. Pourquoi social? Parce c'est de logements aussi qui sont sociaux, en fait, un peu comme ceux de la ville de Bruxelles. Et ils espèrent pouvoir intégrer le quartier et les résidents des immeubles dans les serres, dans l'écosystème, pour qu'ils puissent cultiver leur propre, enfin, pour qu'il y ait une autocueillette, pour qu'ils puissent un peu profiter en fait de ces serres qui vont être au-dessus d'eux. Plus, il y aura un fermier, enfin un agriculteur urbain, qui va pouvoir lui venir profiter également de la serre pour sa propre entreprise. La taille de la serre, on ne sait pas encore vraiment. Et voilà à quoi ça ressemblerait. Donc il y aura en fait en dehors de la serre qui est à droite, il y aura également des toitures qui seront cultivées. Donc l'agriculteur va pouvoir profiter un peu de tous ces espaces-là pour faire des productions différentes. Et vraiment, le but, c'est vraiment d'avoir un toit qui est très végétal. Voilà, désolé pour la qualité de la slide. Mais donc ici, on voit donc la serre ferait environ 150 mètres carrés et en tout, il y aurait plus ou moins 750 mètres carrés sur le site de culture. Et alors pour le moment, ça c'est assez chouette aussi. Pour le moment, en fait, donc avant de faire les travaux sur le site, ils font déjà du maraîchage. Ça sert d'une part à apprendre en fait toutes des techniques qu'ils ne maîtrisent pas pour le moment. Donc comme ça, quand ils auront la serre qui sera sur le toit ou même les jardins sur le toit, ben, ils auront déjà développé une expérience. Et aussi, ils développent aussi un lien local avec la communauté qui habite dans les bâtiments alentours, avec un petit marché qu'ils ont eux-mêmes fait. Et comme ça, qui permettra après d'avoir déjà une clientèle on va dire fidèle, et aussi d'être accepté et intégré dans l'écosystème du quartier, quoi. Ça, c'est une démarche qui est vraiment assez préventive et qui est, je pense, assez chouette. Voilà, donc c'est fini pour la France. On n'avait qu'un seul projet en France. On va maintenant en Angleterre, plus précisément à Londres. Donc le projet s'appelle Grosvenor. Alors eux, ils sont pas très avancés non plus, parce qu'ils sont en train de demander leur permis. Donc ils sont pas très, enfin c'est un des moins avancés. C'est aussi porté par un promoteur immobilier. Et alors, on sait pas, ils savent pas encore trop quel type de business model sera mis en place, mais c'est aussi à ça que sert le coaching de groupe. Ça, pour vous situer, c'est le bâtiment existant. Donc c'est vraiment, en fait, c'est à l'ouest de Londres. C'est dans des quartiers qui sont un peu défavorisés pour le moment, mais dans lesquels on réinvestit pour refaire des bâtiments, refaire des plus beaux bâtiments, etc. Donc c'est vraiment dans une logique de regentrification de la ville dans ces quartiers-là. Donc ça c'est le bâtiment avant, et donc l'objectif ça serait que ça ressemble à ça après. Donc on voit c'est une zone qui était un peu industrielle, alors qu'à côté c'est des zones résidentielles. Donc c'est remettre du résidentiel dans les zones désindustrialisées, avec une serre qui sera au-dessus. Alors l'avantage ici qu'on a, c'est que l'étage avec le toit n'est pas encore construit. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment construire un toit qui va nous permettre de mettre une serre dessus, quoi. Et souvent, on se retrouve avec un toit avec beaucoup de challenges parce que le toit n'a pas assez de portance, le toit n'est pas plein, le système de chauffage ne sort pas du toit, par exemple. Et donc ici, ce problème-là, ben, il va être résolu par le fait qu'on va construire le toit juste avant de construire la serre. Et donc ils avaient déjà eu un accord pour faire ce qu'on voit au milieu, en fait. Et là, maintenant, ils sont en train de faire une nouvelle demande pour faire le nouveau bâtiment qui est beaucoup plus haut, qui est en dessous. Voilà pour eux. Alors maintenant, Seed Leaves, donc eux, c'est à Greyshot. Ça, c'est au sud-ouest de Londres, plus ou moins 50 km de Londres, on va dire. Les travaux sont imminents, ils vont commencer d'ici un mois, plus ou moins. Le promoteur, enfin, le porteur de projet ici, c'est vraiment le propriétaire du site, William Benson, qui est enfin, donc, quelqu'un d'assez, on va dire, aisé financièrement,
qui disposent déjà d'une grande ferme et qui en fait comme une espèce de parc où les gens peuvent venir manger, cultiver, enfin, apprendre à cultiver. Il y a plein de formations, il y a plein d'écoles qui viennent, etc. Donc c'est un peu comme les jardins de Galie, j'ai envie de dire. Donc c'est un peu ça son idée du domaine. Donc c'est ça que je dis social et business, puisque bien entendu il fait quand même du business avec ça, mais c'est avant tout un projet qui est dans l'ensemble social, on va dire. La taille de la serre sera assez grande, donc 575 mètres carrés. Et alors ça c'est la seule qu'on a cette année. C'est une serre qui n'est pas sur le toit, mais qui est... Ah non, on a aussi le jardin d'enfants, pardon. Donc c'est les deux seuls qu'on a qui sont pas sur le toit, mais qui sont à côté du bâtiment en fait. Et donc ça nous permet de développer des synergies qu'on n'avait pas développées avant, puisque avant c'était vraiment, comme l'indique le nom, un groove, donc il y avait comme un esprit de sur le toit. Ici on n'a pas ça du tout, on est à côté, mais on crée quand même des synergies avec le bâtiment, notamment au niveau du chauffage, notamment au niveau de l'électricité, etc. Et alors lui, il veut aussi faire de l'aéroponie. Donc ça c'est une technique assez particulière. Peut-être Nicolas, tu peux expliquer un peu ce que c'est l'aéroponie pour ceux qui ne savent pas. Ouais, très rapidement, à mon avis, les ingénieurs agronomes présents pourront l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais il y a différentes techniques. Grosso modo, on va brumiser des gouttelettes d'eau chargées en éléments nutritifs directement sur les racines. Voilà, merci Nicolas. Donc voilà un peu à quoi ressemblerait le site après les travaux. Donc on a la serre qui serait vraiment adossée au restaurant. Il y a une salle, donc entre les deux, il y aurait une salle privée. Les gens pourraient manger avec une vue, on va dire, sur la serre, comme s'ils mangeaient presque dans la serre. Salle du restaurant, une salle un peu VIP, on va dire. Donc ça à quoi ressemblerait. Donc il y a tous les travaux qui ont commencé avec le restaurant et la serre en même temps, en fait. Ok, maintenant on va en Irlande, à Dublin. Donc là-bas aussi, ils sont en train de demander le permis, donc ils étaient aussi peu avancés dans leur process. C'est comme à la ville de Bruxelles, c'est la ville en fait qui porte le projet ici. Et donc le lieu qui devrait être envisagé, c'est celui-ci. C'est un lieu où en fait, c'est un lieu d'administration simplement. Et donc le but, ça serait de pouvoir mettre une serre sur le toit et alors d'en profiter dans les cantines. Il y a notamment des cantines, etc., où les employés de la ville peuvent manger. Et donc le but, ça serait d'en profiter pour faire une synergie avec ces cantines-là, pour pouvoir nourrir les employés directement de la commune. Mais le projet est encore dans ses premiers pas, donc on n'est pas encore sûr, on n'a pas encore de plan ni rien. Mais ça serait plus ou moins le but, quoi, pour le moment. Et alors, le dernier, je pense, on arrive à 10, c'est Munster Technical University, qui est à Cork aussi, donc c'est en Irlande, c'est dans le sud de l'Irlande, ça, près de l'Angleterre en fait, au bord de l'eau. Ils sont en train de demander le permis. Alors ici, c'est une université, donc c'est encore un peu différent comme partenaire, un peu comme nous, on se reconnaît un peu dans leur process. Et alors, donc là, ce qu'on ferait, c'est plutôt à la fois du social, dans le sens où ça servirait à fournir les cantines étudiantes, mais aussi de la recherche, puisqu'il y a notamment une faculté d'agronomie, etc., qui pourrait utiliser la serre pour de la recherche, et aussi la faculté d'ingénierie pourrait se servir pour faire des essais. Enfin voilà, il y a plein d'essais et de tests possibles grâce à cette serre. Et donc ça va être le but de l'université. Et donc voilà ici une photo aérienne du campus universitaire. Et donc la serre se trouverait vraiment ici, entre les deux bâtiments qu'on voit là sur le toit. Ok, voilà. Alors pour vous expliquer un peu comment ça marche un coaching chez Groove. Donc simplement, voilà, j'ai mis juste 2-3 petits mots, mais s'il y a des questions après, on pourra y répondre plus spécifiquement. Donc chaque projet a un coach désigné. Par exemple, Nicolas et moi, on les fait à deux parce qu'on est collègues. On a The New Farm en Hollande
et Green Nest à Bruxelles, qui sont nos 2 projets que nous coachons. On les rencontre une fois par mois pour voir un peu l'état d'avancement et voir quels sont les besoins spécifiques, pour après pouvoir revenir vers les experts qui sont concernés par ces besoins spécifiques, donc notamment en énergie ou en agronomie par exemple, pour avoir aussi cette rencontre une fois par mois avec les experts et pour que les experts puissent apporter leurs connaissances et leurs conseils aux porteurs de projets. Et alors, tous les 3 mois, plus ou moins, tous les 3 mois, on essaye, en tout cas 4 fois par an, on organise un événement physique avec tout le monde, où tout le monde est invité en tout cas, parce qu'il faut encore qu'ils viennent, où là, on fait des ateliers. Donc, on va avoir ici, dans 2 semaines, un événement à La Haye, aux Pays-Bas, où ça sera dédicacé à la construction, par exemple. Donc, tout le monde vient, tout le monde est invité, et alors on fait des ateliers, on fait des cas pratiques, et tout le monde pose ses questions sur la construction. Après, on va voir sur l'énergie, après, on va voir sur le business model, on va voir aussi sur l'agronomie, dans le courant du coaching, qui va durer 12 mois. Donc, il vient de commencer en mars, pardon. Et donc, il reste encore quasiment 1 an de coaching. On est vraiment au tout début. Voilà pour moi. Voilà pour moi. Nicolas, tu peux peut-être présenter ta partie maintenant, si tu veux bien. Bonjour à tous, désolé pour le petit retard. Voilà, je vais partager. Hop, hop, hop. Que je réouvre tout. Alors. Vous voyez mon écran? Ça fonctionne? Ok. Bonjour à tous, donc Nicolas Ancion. Je travaille avec Florent Scatareggia au Smart City Institute, qui est un centre de recherche qui fait des recherches sur la ville intelligente et durable, lié à la faculté de management, donc des sciences économiques. Et également, on est également associé au centre de recherche en agriculture urbaine, donc avec Aïssam Jacli, notamment, donc qui étudie des thématiques afférentes à l'agriculture urbaine. Ces 2 centres sont liés à l'Université de Liège. Florent, tu as peut-être déjà tout présenté. Non, je pensais que tu allais arriver, du coup, j'ai pas eu le temps de présenter. Enfin, j'ai pas présenté trop. Désolé. Pas de souci. Dans l'Université de Liège, on s'est intégré dans un projet européen nommé Groove, qui vise à réduire les émissions de CO2 dans 2 secteurs, principalement le secteur de l'agriculture et le secteur de la construction. Pourquoi? Car en 2019, ces 2 secteurs ont été identifiés comme étant producteurs d'émissions de CO2. Comment agir dans ces 2 secteurs de façon transversale? L'idée est venue d'utiliser la serre en toiture comme un moyen de réduction. De prime abord, les 3 premières années, on a parlé de serre en toiture uniquement. On a déjà fait un premier coaching focalisé sur la serre en toiture. Et maintenant, ce que Florent vient de vous montrer, on s'affranchit de la serre en toiture et on accompagne tout type de projet lié à l'optimisation énergétique et l'échange énergétique entre un bâtiment excédentaire en énergie, CO2 et chaleur, et une serre. Est-ce possible? Est-ce viable financièrement? Est-ce utile de faire ça? C'est pour ça que c'est pour répondre à ces questions, pour tenter de répondre à ces questions que le projet Groove a été créé. Le projet Groove est un projet financé par l'Union européenne, Interreg Nord-Ouest Europe, à hauteur de 5,9 millions d'euros. Pour les partenaires wallons, qui est une région de la Belgique, la région wallonne intervient également dans ce financement. Financement autour duquel se sont concentrés 11 partenaires,
à travers la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne et le Luxembourg. Partenaires qui concentrent toutes les compétences transversales nécessaires au bon développement d'un projet de serre en toiture ou maintenant de serre connectée énergétiquement à un bâtiment. Ces compétences sont principalement la construction, l'optimisation énergétique, l'agronomie et le business. Donc ces 4 compétences sont concentrées dans nos 11 différents partenaires. Entre 2017, qui était le début, et fin 2023, qui sera la fin du projet, Groove visait à d'abord apprendre, comprendre ce qu'était une serre en toiture, ce qu'était une serre connectée, au travers de visites. Ensuite, de tester les technologies, de se confronter à tous les problèmes possibles et imaginables, ou inimaginables d'ailleurs, lors d'un développement de projets tels que les serres en toiture, pour trouver des solutions et accompagner notamment des porteurs de projets dans le développement de ces serres connectées. Et puis ensuite, partager évidemment le partage de connaissances au travers de guidelines et de notre site internet que vous pouvez trouver. Donc c'est groove, groof.eu. Vous retrouvez toutes les informations dessus. Également un lien qui vous renverra vers un deuxième site internet sur lequel nous publions petit à petit toutes les connaissances acquises lors du projet Groove. Donc, comme je l'ai dit, il y a d'abord eu des visites à travers l'Europe, notamment en haut à gauche chez nos partenaires de l'Université autonome de Barcelone qui avait déjà une serre en toiture en activité en début de projet. En testant également via 4 de nos partenaires, notamment l'Université de Liège, nous avons construit, développé et construit ou fait construire des serres en toiture. Ici, chez notre partenaire EBF, donc ce sont des experts en échange énergétique, une serre de plus ou moins 250 mètres carrés en Allemagne, inspirée des serres bioclimatiques chinoises. Le mur nord est donc opaque et isolé. Cette serre s'intègre dans un complexe beaucoup plus grand d'agriculture périurbaine. C'est d'ailleurs souvent le cas dans les différents projets que nous accompagnons ou que nous portons. La serre en toiture est intégrée dans un projet plus global et est souvent associée également à de la pleine terre. Toiture de Jean Blou, donc voici la toiture en U. La serre qui est maintenant construite, ici on est sur une serre de recherche de plus ou moins 200 mètres carrés divisée en 3 compartiments. Donc cette serre a été pensée et optimisée pour de la recherche agronomique. Une troisième serre au travers des partenaires de Groove est la serre de l'IFSB au Luxembourg, à Bettembourg. Elle fait plus ou moins 400 mètres carrés et a été pensée celle-ci, comme celle de nos partenaires allemands et la dernière qui viendra ensuite de nos partenaires français, a été pensée pour de la production. Ici, on y produit principalement des tomates. On voit sur la photo, je ne sais pas si vous voyez ma souris, on va récupérer l'énergie, notamment l'air vicié du bâtiment, chargé en chaleur et en CO2. On le voit sur la gauche de la photo. On va récupérer cette énergie fatale pour chauffer passivement la serre. L'IFSB, qui est un institut sectoriel du bâtiment, donc un centre de formation en bâtiment. Ensuite, quatrième serre en toiture que nous avons développée au travers de nos partenaires en interne, les fermes de Galie, situées à Paris, Seine-Saint-Denis. Ici,
nous avons des serres de plus ou moins 360 mètres carrés qui arrivent encore une fois en complément à un plus grand espace de maraîchage. Espace de maraîchage pollué, ayant un certain niveau de pollution qui ne permet pas de produire tous les types de végétaux, notamment les tomates. Et donc ici, les serres en toiture viennent vraiment complémenter la production déjà en place sur des terres plus ou moins polluées, qui est une réalité assez... qui est une réalité très présente, ici en tout cas en Europe, ou notamment à Liège, avec des terrains qui peuvent être relativement pollués. Et donc tout type de végétaux, les végétaux n'étant pas égaux à la pollution, on ne peut pas toujours produire la même chose selon le type de pollution de sol. Je ne vais pas spécialement m'attarder dessus. Testing and sharing au travers lors du premier appel à projet. Nous avons d'abord sélectionné 10 porteurs de projets, 10 projets de serre en toiture à travers l'Europe du Nord-Ouest que nous avons accompagnés pendant une année et ensuite sélectionné 5 projets les plus prometteurs que nous avons ensuite accompagnés encore durant quelques mois. Certains projets comme Tour Habitat ou Tour Habitat a déjà sa serre en toiture mise en place. Qui d'autres? Nord Métropole finit de mettre en place sa serre. Toit Vivant à Arcueil a également une serre en toiture mise en place. Sharing, donc ceci arrivait évidemment normalement en premier lieu, ce qui faisait la transition avec Florent. Donc par la suite, en continuité du projet Groove et des compétences et des connaissances qui ont été acquises à travers les différentes actions que nous avons menées, que je vous ai présentées, on va capitaliser dessus pour accompagner 10 nouveaux porteurs de projets durant une année complète, portant un projet de serre connectée énergétiquement. Et non pas seulement serre en toiture, mais tout type de serre. Et évidemment, les guidelines, outils que vous pouvez trouver sur le site internet www.urbanfarming-greenhouse.eu, qui vise à centraliser toutes les connaissances que nous créons lors de nos études Groove. Je n'ai pas l'heure devant moi. Merci beaucoup de votre attention. Hop, j'ai quitté mon PowerPoint, j'essaie de revenir. Certains d'entre vous avaient sûrement déjà connu le projet Groove et pourront découvrir notre serre en toiture lors des journées internationales francophones début juillet. Si vous ne vous êtes toujours pas inscrit, je vous invite à le faire au plus vite. Eric, veux-tu dire un mot? J'ai déjà dit un mot, mais moi, j'ai une question. Je vais lancer la séance de questions, à moins qu'il y avait quelque chose d'autre à présenter entre les deux. Non, on est bon. Normalement, ouais, au niveau réglementaire et plan d'urbanisme, vous n'avez pas eu beaucoup de surprises sur l'approbation. J'ai l'impression que ça va rondement pour l'acceptation de ces projets-là, ce qui n'est pas du tout le cas là, en Amérique du Nord. Et donc, question au niveau réglementaire, est-ce que c'est facile, difficile? Est-ce qu'il y a beaucoup de contraintes? Et l'ensemble des projets ont tous été installés en zonage industriel, commercial, résidentiel? Est-ce que vous y a une différence entre les enjeux? Oui, évidemment, question tout à fait pertinente. Urbanistiquement, c'est en effet super compliqué, que ce soit urbanistiquement ou techniquement. D'ailleurs, on finit nous seulement, là, maintenant, on est en train de réceptionner nos serres en toiture. On pensait que ça allait beaucoup plus vite. Alors, urbanistiquement, c'est encore compliqué de tirer de grandes conclusions parce que chaque municipalité a son propre urbanisme et a la décision finale. Et donc, comme c'est des lignes qui n'existent pas, là, actuellement, ce qui se fait, c'est de mettre au courant
le service urbanistique le plus vite possible du projet, le conscientiser sur le projet et presque de les accompagner dans l'acceptation de ce permis d'urbanisme, parce que actuellement, en tout cas ici, dans tous nos projets, quand on ouvre le règlement urbanistique, la serre en toiture n'apparaît nulle part. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Donc, pour le moment, c'est vraiment de la conscientisation et aussi du rapport humain avec le service urbanistique pour adapter au mieux la serre en toiture dans son environnement, avec le service urbanistique et également le voisinage. Le voisinage qui peut être bloquant. Même si l'urbanisme dit oui, le voisinage peut bloquer. Donc, l'usage agricole est permis, quoi, parce que nous, l'enjeu est, bon, une serre étant un étage supplémentaire, donc là, il faut que ce soit en verre, donc il y a toutes des règles au niveau du bâtiment, mais c'est la production agricole qui, en général, est défendue en zone industrielle. Donc, il faut faire des dérogations pour avoir un usage agricole, et là, c'est des démarches administratives, ça existe, ça se fait, là, mais je me demandais si vous aviez ces mêmes enjeux-là. Alors, nous pas, mais à Barcelone, oui. À Barcelone, il y a même peut-être dans toute l'Espagne, une loi interdisant la production agricole au centre-ville. Eux peuvent le faire parce que c'est un centre de recherche. Alors, la solution, c'est soit d'avoir dans ces cas-là, d'avoir un centre de recherche ou une asso. Comme ici en Belgique, on appelle ça une ASBL, donc association sans but lucratif. Ouais, ce qui ne nous change rien. L'usage n'est pas relié à ta gouvernance, à part effectivement la recherche. La recherche, tu peux faire plein de choses avec le mot recherche, mais bon. Oui, alors voilà, ça c'est une possibilité pour essayer de détourner un peu la règle. Là, eux, par contre, c'est vraiment de la recherche, c'est universitaire. Oui, je connais. Là, on n'a pas spécifié, là, si vous avez des questions, il faut les mettre dans le chat. Oui, il y a déjà 2 questions. OK. Donc, pourquoi... non, c'est quoi les solutions proposées pour la pollution lumineuse? Ah ben là, premièrement, de ne pas mettre de LED. Et s'il faut vraiment en mettre, alors là, c'est le... De A, ça doit être mis dans... Bon, il y a l'urbanisme qui peut faire une levée de bouclier, et la grosse levée de bouclier peut être le voisinage. Tout dépend des vis-à-vis. Là, la solution, c'est le stakeholder engagement, c'est avoir une discussion ouverte et constructive avec le voisinage en communiquant sur le pourquoi c'est nécessaire, dans votre cas précis, de le faire. Et c'est pas pour ça que ça va fonctionner. Mais sinon, nous, dans la majorité des serres, il n'y a pas de lumière. Ouais. Mais donc, moi, je vais arriver sur ma question après, là, mais c'est l'enjeu des lumières, effectivement. C'est pour ça que nous, c'est zones industrielles, commerciales, donc loin des résidences. Parce qu'en résidence, il y a la lumière, mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le son. Une serre de production, il y a de la ventilation qui est excessivement bruyante. Donc, il y a le bruit aussi. Donc, c'est pour ça qu'en général, les serres résidentielles. Et donc, je comprends que là, vous n'avez pas de lumière, mais le modèle économique, s'il n'y a pas de lumière, pas d'ensoleillement l'hiver, donc pas de faible production. Parce que la contrainte majeure pour la production, particulièrement en Belgique ou dans le nord de la France, là, parce que c'est le cas à Montréal, puis on est beaucoup au sud de la France, c'est pas de là, mais Montréal, c'est l'équivalent de Bordeaux. Mais une des contraintes majeures, c'est l'ensoleillement. Il n'y a pas assez d'ensoleillement l'hiver pour faire une production. Même si c'est chaud, il n'y a pas de soleil. Donc, comment vous réglez ça dans un modèle économique quand tu réduis drastiquement ta production, mais que le projet a coûté cher à installer? Ouais. Alors, il y a en effet plusieurs types de modèles. Donc, il y a des modèles comme à Paris, donc à Arcueil, plutôt, voilà, sur la périphérie parisienne. Là, il y a une serre en toiture qui est dans un milieu résidentiel, mais qui est une serre de loisirs, qui va être chauffée, mais qui est là pour créer un espace de cohésion sociale pour les copropriétaires. Dans le cas de serres productives, comme par exemple au Jardin de Galie ou à EBF, on verra. Donc maintenant que les serres sont réceptionnées, on va avoir le monitoring cette année. Donc on va pouvoir regarder sans lumière ce que ça va donner. Okay, donc vous n'avez pas encore ces données-là économiques de superficie minimum, type de production, mise en marché. Non, les cultures sont lancées cette année. Okay. Enfin. Donc les fermes loufa pourraient être un bon exemple pour vous et
pour le Québec, on sait sur toi, à 3000 mètres carrés de serre, c'est pas financièrement viable tout seul. Donc, c'est des réseaux de serre sur toi que ça prend avec un système de distribution incroyable pour avoir un modèle économique je sais pas si vous avez analysé les fermes Loufa au Québec, mais à Montréal, ils sont rendus à 5, je pense. Il y en a une à Antique, non, il y en a 4. Donc, il y en a 4, mais la dernière fait 1,6 hectares sur toi. Ouais, Et ils ne font plus rien en bas d'1 hectare parce que j'ai c'est vu. trop d'argent, pas assez de production. Ça, c'est la question majeure Mm. qu'on se pose ici. Surtout qu'on parle, dans la réalité européenne, c'est qu'il y a très très peu de bâtiments qui font plusieurs, même milliers de mètres carrés de toiture. Mm. Donc ici, on est à chaque fois dans des contextes où les serres font quelques centaines de mètres carrés et arrivent vraiment en complément d'une production maraîchère pleine terre, par exemple. Mm. C'est souvent ce qu'on remarque dans les modèles actuels. C'est qu'elle vient complémenter une production déjà existante et elle s'intègre dans un flux de commercialisation déjà existant. Donc, on n'a aucun modèle de serre étant une unité seule, une unité économique seule. À part hors de groove, les serres big, qui font plus ou moins 2000 mètres carrés, je pense, à Bruxelles, qui, des dires du fondateur et bon, des gérants, n'est pas viable économiquement. Mm. Il y a une question ici là, de Camille. Donc, à quoi ressemblaient les différents modèles financiers des projets, pourcentage payé par proprio, par le public, par les pouvoirs publics, donc les ratios privé-public dans la construction, et aussi qu'est-ce qui est payé par l'agriculteur, qu'est-ce qui sont des subventions d'investissement privé. Donc, grosso modo, comment les différentes serres ont été construites. Est-ce que c'est que du privé, c'est que des subventions? Donc, finalement, le modèle financier ne tient pas compte de l'infrastructure qui a été payée déjà. Mais en fait, Ouais, c'est variable en fonction des projets. Donc, il y a vraiment une grande variété dans les projets qu'on accompagne. Et donc, ça dépend vraiment d'un projet à l'autre. Donc, il y a plusieurs projets qui sont portés par les municipalités et les villes. Donc, ici, ben, ça va être la ville qui va mettre à disposition déjà le bâtiment, qui va faire les travaux, etc. Donc, ben, ça permet enfin, ça permet d'avoir déjà un incitant, enfin, une aide financière de base, quoi. Une subvention presque. Quand c'est des propriétaires, quand c'est des privés, bah, donc soit on a en Angleterre où c'est quelqu'un qui fait ça de manière privée, mais qui ne s'attend pas à rentabiliser spécialement sa serre. Donc ici, bah, voilà, tant mieux. Donc ça monte, enfin, c'est pas besoin d'être viable en fait pour lui. Et alors, quand c'est les promoteurs immobiliers, donc ils s'en servent aussi pour augmenter la valeur du bâtiment. Donc c'est une rentabilité. Donc va leur coûter beaucoup d'argent, mais ils estiment quand même que ça va augmenter la valeur du bâtiment qu'ils vont fabriquer, enfin construire. Et donc, ça permet aussi de régler ce problème-là de manque de rentabilité, de subvention. Et donc, voilà, c'est le modèle financier qu'on a sont vraiment fort variables. Et vis-à-vis des agriculteurs, ouais, donc bah, ça dépend. En fait, ouais, c'est encore très variable. Déjà, il faut trouver l'agriculteur, parce que c'est pas si simple que ça d'en trouver un. Euh, et alors après, une fois qu'ils le trouvent, donc certains peuvent louer, mais alors avec un loyer qui est quand même pas très élevé, puisqu'il faut encore après qu'il les vende sa production, qu'il la cultive, qu'il prenne du temps. Donc s'il doit payer un trop gros loyer, ben, c'est pas rentable pour lui. Surtout que c'est des petits volumes, c'est des petites superficies, donc il peut pas produire beaucoup en fait sur cette superficie-là. Et donc ouais, voilà, c'est vraiment Donc, c'est- j'imagine que vous avez fait cette analyse-là, là, mais pour l'instant, il n'y a rien qui ressort. Moi, je suis de l'externe, je ne suis pas je suis pas dans le groove, mais ce que je vois des serres sur toit, tout du moins en Europe, celles que je connais, ont tous été subventionnés par l'Europe. C'est Big, ça a été financé par ouais, l'Europe. À Marseille, c'est financé par l'Europe ou par le gouvernement français. Cultivate à Paris, c'est la ville de Paris qui l'a payé. Mais donc, il y a des modèles différents. Et ce que je comprends aussi au niveau des agriculteurs, c'est que finalement, l'agriculteur n'est pas du tout partie prenante du processus, il arrive après. souvent c'est comme ça, ouais. Ouais, donc, c'est vraiment des idées de malheureusement. Ouais. promoteurs et non de. Ben, nous, c'est parce que le seul cas qu'on connaît, pas en Amérique du Nord, mais du moins au Canada, c'est les fermes Loufa où c'est l'agriculteur qui a parti la ferme.
Mais il est aussi, bon, c'est un agriculteur qui a de l'argent là, par la base. Là. Il a une autre vie avant, puis c'est une réorientation de carrière, quelque part. Mais donc, il était partie prenante, quoi. Le porteur, l'agriculteur est partie prenante du projet. Donc, on connaît moins l'inverse où c'est un promoteur qui construit, puis après ça, il faut trouver la personne pour le mettre dedans. Mais les gens trouvent ou pas? Ou c'est vraiment, actuellement, tous vos projets, ils sont tous à la recherche du fameux agriculteur ou de l'agricultrice, là, modèle? Globalement, ils trouvent. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de serre qui n'est pas exploité parce qu'on n'a pas trouvé la personne. Mais c'est pas toujours les personnes idéales, on va dire, dans le sens où ça peut être quelqu'un qui habite de loin. Et donc, si la personne vient de loin, ben, le modèle de l'agriculture urbaine est un peu faussé parce que c'est juste le fermier qui se déplace à la ferme au lieu d'avoir la ferme qui se déplace au fermier, quoi, on va dire. Donc voilà, c'est pas toujours la personne idéale ou des personnes qui maîtrisent les techniques, par exemple d'hydroponie. Si c'est une ferme hydroponique, ça peut être un maraîcher qui ne maîtrise pas cette technique-là. Mais enfin voilà, aussi il y a de plus en plus de formations qui se font sur l'agriculture urbaine et sur les techniques de l'agriculture urbaine. Donc normalement avec le temps, il y aura de plus en plus de fermiers disponibles, enfin d'agriculteurs disponibles pour ce genre de production et de serre. En complément, Ouais, il y a donc EBF et Gali, subventionnés par l'Union européenne, comme ils sont partenaires de Groof, mais eux, en l'occurrence, sont les agriculteurs sur site. Dans le cas très concret d'un autre partenaire au Luxembourg, là, c'est pas promoteur immobilier, c'est une sorte de formation qui a créé sa serre, mais qui n'a pas volonté d'exploiter la serre. Et donc, pour ça, ils ont dû chercher un exploitant, mais ça a été extrêmement difficile. Extrêmement difficile de trouver quelqu'un qui soit de un intéressé et surtout de deux, après, qui gère les techniques d'hors-sol. Parce que dans des cadres de petits pays comme ça, où la périphérie urbaine est très proche, les maraîchers sont tous en pleine terre. Et donc, ah ben voilà, Romain, donc, qui fait partie de l'équipe gérant la serre, peut Il confirme. C'est, outre, après avoir trouvé quelqu'un qui est intéressé par l'espace, de serre, on va pouvoir augmenter la temporalité de culture, etc., les saisons, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui va gérer ces nouvelles techniques de production. Et c'est d'ailleurs ce qu'on avait montré il y a deux, trois webinaires précédents lors de l'étude aquaponique en Europe. Les gérants de ferme, c'était criant, attestaient qu'un de leurs challenges majeurs, c'était de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Et donc, en parallèle à ça, quelle est la solution? Bon, il y a des universités, des écoles qui commencent tout doucement à proposer des formations pour ces nouvelles techniques, ces nouvelles techniques de production, que ce soit universitaire ou que ce soit qualifiante lors de bachelier qui va créer les techniciens de demain, qui va former les techniciens de demain plutôt. Ouais, un besoin de formation criard, c'est comme on crée les projets avant même d'avoir la main-d'œuvre et les compétences. Et, après, je le vois dans d'autres. Oui, c'est ça, mais ça fait partie de la vie, mais au moins, en fait compte, on ne forme pas des gens où après ça, il n'y a pas de débouché. Ouais, là, il y a plein d'endroits qui les attendent. Mais c'est en même temps, je pense que c'est la rétention. Là, j'avais suivi un peu le projet à Tours de ça sur toi et je pense que la première personne qui a été sélectionnée est partie, la deuxième aussi, là, ils sont rendus au troisième. Puis combien de temps ça va durer, puis est-ce que le projet finalement est modifié? Et je pense que l'avantage là, c'est que les infrastructures sont payées. Donc, la personne qui est propriétaire des infrastructures a moins de stress pour rentabiliser ses remboursements. Parce que je ne connais pas le coût, mais chez nous, faire ça sur toi, la première serre des fermes Loufa, 3000 mètres, c'est 1,5 million, donc 1 million d'euros. Avec 3000 mètres de culture, tu as intérêt à produire beaucoup pour réussir à rentabiliser. La réponse est non. Oui, à l'heure actuelle, c'est pas très intéressant. Après, c'est le but aussi des projets de recherche, c'est de regarder quels sont les freins, pourquoi, comment. Nous, on fait une petite étude complémentaire à l'Université de Liège en collaboration avec un autre projet européen qui étudie la production de métabolites d'intérêt pour l'industrie pharmaceutique. Voilà, on va étudier dans les serres en toiture la production notamment de produits tels que le CBD, fait à base de chanvre industrielle, pour
établir un modèle économique potentiellement rentable où les investissements, alors là, pourraient être pris en charge par le producteur de produits de métabolites d'intérêt et pourraient être amortis et financièrement viables, plus qu'en vendant des salades. Ouais, c'est ça. Mais bon, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'objectif de produire? Mais oui, c'est des grandes questions qu'on peut se poser après. Mais là, il y a une question d'une autre Camille. Quels seraient les leviers politiques et réglementaires pour favoriser l'implantation de SaaS sur toi, selon ce que vous avez vu là, dans vos projets, multiples projets dans Groove? Il pourrait en avoir énormément hein, si on Les résume dans majeurs. différentes catégories. Premièrement, ce qui est déjà le cas maintenant, l'aide à l'investissement. Comme on le fait pour aider toute industrie qui va démarrer, on aide à l'investissement global qui peut permettre après, via des économies d'échelle ou autres, de réduire le coût au mètre carré d'une serre-toiture. Premièrement, l'aide à l'investissement. Deuxièmement, on peut penser à l'aide à la formation, alors que le politique intervienne et subventionne plus des formations allant vers agronomique, notamment, hein, vers ces nouveaux systèmes de production. Et ensuite, par exemple, urbanistique. Donc plus réglementaire, établir un vrai guide, que ce soit le plus logique, on est quand même en Union européenne, serait de faire des lignes directrices pour l'Union européenne, des guides de bonnes pratiques à mettre en place et à ratifier dans chaque municipalité sur comment accompagner dans ma commune, dans ma municipalité, un projet de serre en toiture. Actuellement, chaque micro-projet a des facteurs tellement différents et tellement spécifiques qu'on ne pourrait pas dire ce projet-ci est parfaitement duplicable 100 km plus loin et parfaitement duplicable 100 km plus loin. Parce qu'on va dépendre de la météo, de la politique, du contexte socio-économique, du marché, d'énormément de choses. Mais après, ça n'empêche pas d'établir quelques lignes directrices globales et communes au projet, notamment le frein urbanistique. Ouais. Là, tu viens de répondre à une des questions qu'il y avait. Est-ce que les données sont applicables dans le contexte québécois et divers québécois? Oui, mais. Bah, ouais, nos serres ne sont pas prévues pour soutenir, je sais pas moi, 50, 100 kg de neige. Il n'y a pas de neige sur les. Justement, ça, c'est les enjeux qu'on a au niveau urbanistique. C'est lorsqu'on met une serre sur un toit, c'est qu'on considère que la neige reste sur le toit, mais sur une serre. L'hiver, il n'y a pas de neige sur le toit, elle est bien trop chaude. Donc la neige fond. Ouais, okay. Et pendant le vide sanitaire, alors? Ben, il y en a pas, en général, il y a peu de vide sanitaire. Si on est en production rapide, là, le vide sanitaire est court. Et l'objectif, même si durant le vide sanitaire, il fait chaud. Là. Une serre non chauffée sur un toit en hiver, il fait plus de 20 degrés dedans. Là. Okay. Pour l'avoir fait, j'ai visité les fermes Loufa, les premières fermes Loufa lors du lancement. On était le mois de janvier, un des pires mois de froid au Québec. Il n'y avait rien, là. C'était vide. Il y avait la serre, puis on était en t-shirt à l'intérieur. Donc, oui. On voit que la chaleur perdue par le bâtiment, plus le soleil, fait en sorte que ça chauffe à ce niveau-là. Et on est sur un delta de quoi, 40, 50 degrés alors? Oui, c'est. Non, quand même pas. Là, il devait faire moins 10, mais ça. Oui, ok. 30, ouais. Mais actuellement, on a on a un projet de serre sur rue, fait avec polycarbonate, un peu do it yourself, là, homemade, avec beaucoup de courant d'air. Et hier, il faisait 20 degrés dans la serre. Pourtant, dehors, il faisait beaucoup plus froid. Là. La température monte rapidement. Dès que le soleil tape dessus, c'est très efficace. Je ne sais pas, Florent, tu avais des choses à ajouter ou... Non, j'allais dire aussi que ça s'applique parce qu'en fait, si c'est lié à un bâtiment, ben, en hiver, le bâtiment est plus chauffé, donc il y a plus de chaleur morte. Donc au final, la serre est toujours chaude et il y a quand même de la lumière, si j'ai bien compris. Oui, mais il n'y a pas d'ensoleillement s'il n'y a pas de lumière artificielle. Là, ça. Mais ça, c'est vrai pour la Belgique, c'est vrai partout. Là, c'est ça, mais c'est pas pire. J'ai mis une hypothèse forte pour votre projet. Pas de lumière, production, des laitues, quoi, des cairns tranquillement, pas vite. Là. On oublie les piments forts, on oublie les tomates. Là, ça va être tellement long à pousser.
pas d'éclairage, là. Le nord de la France et la Belgique, l'ensoleillement, l'hiver, c'est combien? Vous êtes à 6-7 heures, max? Oui, grand max. Donc, c'est ça. Donc, c'est des enjeux réels, ça, à ce niveau-là. Mais dès que tu mets de la lumière, il y a une nuisance, puis il y a des coûts qui augmentent aussi. Ça coûte cher en électricité. Puis un enjeu qu'on a au Québec, c'est récupérer la chaleur du bâtiment. Ça fonctionne pour des bâtiments qui sont avant 1986. Parce qu'après ça, la réglementation pour la construction des bâtiments a changé. Donc, je crois, peut-être que je me trompe, là, mais c'est grosso modo, l'isolation du toit, c'est R27. Donc, c'est peut-être un peu plus bas. Là. Je ne fais pas de la construction de bâtiments, mais R27, c'est très bien isolé. Là. Il n'y a plus de perte de chaleur par les toits, grosso modo, des bâtiments neufs. Alors, on ne peut pas récupérer cette chaleur-là. Donc, les serres doivent s'installer sur des bâtiments qui sont avant ou après ça, doivent développer un système de récupération de chaleur dans le bâtiment, mais ce n'est pas la chaleur qui sort du bâtiment comme la première ferme loufa. La première ferme loufa, le toit n'est pas isolé. Là. Je veux dire, fait que la chaleur sort et la serre ne fait que la récupérer. Mais plus récemment, on vient là une étude qui vient d'être finalisée de mémoire de maîtrise, puis grosso modo, mettre une serre sur un toit d'avant 86, grosso modo, c'est moins 13% au niveau de l'obligation de chauffer. Donc, on a un petit gain, mais le gain n'est pas non plus... on ne chauffe pas uniquement avec le bâtiment. Là. Il faut chauffer par ailleurs. Donc, ici, on a une autre question. Là, retour Camille. Est-ce qu'une serre sur toit connectée à un bâtiment a forcément des meilleures performances énergétiques qu'une serre au sol? Il faudra le monitoring énergétique pour ça. Ouais. Dans le cas où des fois on a R+3, a priori pas spécialement. Ouais. Mais là, je viens de répondre en partie pour le Québec. Là. Oui, ça va dépendre du bâtiment. Voilà. Le mémoire n'est pas encore public, mais ça s'en vient. Là, il faut changer. Il est en phase de correction. Changer des petits paramètres dans le modèle parce que les évaluateurs ont demandé, mais on voit qu'il y a un certain gain, mais pas si grand que ça. Je pense que le gain moins énergétique est un gain surtout d'espace. C'est des espaces minéralisés. On peut réutiliser des espaces et non de commencer à bétonner ou à couvrir, à minéraliser des espaces agricoles, quoi. On oublie, mais la production en serre, souvent, n'est pas une production en sol, mais une production hydroponique, même si la serre est au sol. Et oui, la majorité des tomates produites en Europe sont hydroponiques, malheureusement. Enfin, donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous avez fait un survey, un regard sur l'ensemble des projets en Europe? De serre en toiture? Oui, de serre en toiture pour voir les paramètres, faire une analyse. Non, on n'a pas fait. Même mondial, je dirais même mondial, là, pourquoi pas. Non, on n'a pas. Ça a été plus qualitatif au début. Moi, j'étais pas encore là. Florent n'était pas arrivé non plus, évidemment. Ça a été de la visite directement sur site. Donc, ça a été plus une étude qualitative au début que quantitative. Ça n'a jamais été mis dans les guidelines, les livrables de le faire. Ce serait intéressant de le faire. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions Moi, je n'en ai pas vu d'autres. S'il n'y a plus forcément de questions, on se verra en vrai et vous verrez la vraie serre en toiture de toute façon début juillet. Tu me vous vois ou tu parles pour moi? Ou tu parles pour tout le monde? Pour tout le monde, évidemment. Je m'attends à ce que tout le monde vienne. Pour les journées internationales francophones de l'agriculture urbaine. Parce qu'on l'a mentionné, on n'en a pas parlé. Alors, il faut que tu fasses ton petit speech, là, Nicolas. C'est les journées. Je vais regarder si j'ai facilement accessible le site Internet. Et pendant que tu trouves le site Internet, au début juillet, il va y avoir les 3e journées internationales francophones de l'agriculture urbaine, qui est un atelier où on va être à Bruxelles et à Jean-Blou. La première était à Montréal, la deuxième était à Bordeaux, et là, il y a comme une latence, on ne sait pas pourquoi. Quelques années où il ne s'est rien passé, on ne sait pas, 2 ans. Là. Et là, ça va être à Jean-Blou, donc présentation, entre autres, de Wazibi, la plateforme là, du sirop, de la serre, donc qui a été mentionné, serrure.
Donc, c'est ça. On vous invite à vous inscrire. Là. Si vous tapez je pense que c'est JIFAU, vous aurez accès là, ou encore le Centre de recherche en agriculture urbaine ou le laboratoire d'agriculture urbaine. On a une nouvelle aussi dans nos réseaux sociaux. Donc, suivez les liens, puis vous trouverez un moment de rencontrer des chercheurs en agriculture urbaine et des praticiens. Là. Alors, il y a une question par rapport au CO2. Ouais. Y a-t-il des gains au niveau du CO2? Donc ça, on est en train de monitorer tout ça, mais globalement, c'est le but, hein, c'est qu'on puisse économiser du CO2 grâce au fait qu'on met la serre sur le toit et donc qu'on récupère le CO2 du bâtiment pour notamment la serre. Donc on fait plein de synergies énergétiques. On n'a pas besoin de chauffer la serre de nous-mêmes ou autre chose, quoi. Donc normalement, oui, c'est en train d'être monitoré, donc on n'a pas encore les calculs. On est en train de le faire avec le projet. Mais globalement, c'est le but. Et normalement, oui. Enfin, instinctivement, on dirait oui, quoi. Nicolas, tu peux prêter. Mais... Oui, donc ça, c'est une question de Simon. Oui, c'est ça, mais il reste beaucoup de choses à faire. Là. Puis ça, c'est comme connecter des serres à des serveurs, à des fermes de serveurs. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est la bonne source d'énergie et autres? Mais c'est ça. Est-ce que des personnes dans un bâtiment produisent assez de CO2 pour compenser? Puis est-ce qu'on est capable de récupérer ce CO2-là ou est-ce que c'est des entreprises et autres? Je pense qu'il y a beaucoup de recherches à faire, parce que nous aussi, on travaille là, avec la centrale agricole. Là. Des poissons, entre autres. La coponie, on vient à la coponie, Nicolas. On en revient. Bah oui, et sachant que les immeubles à habitation, les personnes y sont, bon, hors Covid, home working, ils sont le soir, et les plantes ont besoin du CO2 de la journée. Donc, est-ce que finalement, c'est pas plus intéressant d'avoir cette récupération avec des bureaux où les personnes produisent l'énergie en journée, là où les plantes en ont le plus besoin? Pareil pour les data centers, on peut avoir même des débats plus philosophiques. Alors à ce moment-là, est-ce que le data center est vraiment utile? Outre ça, il y a le problème de la sécurité. C'est des endroits extrêmement sécurisés. Donc, avoir une activité agricole, on doit entrer et sortir plusieurs fois par jour, implique d'autres problèmes, on va dire, organisationnels sur site. C'est ça, mais je pense que Groove, c'est aussi une façon de voir autrement les maillages bâtiments, agriculture, Voilà. là en toiture, mais ça peut être ailleurs qu'en toiture. Et ça peut être hors bâtiment, ça peut être aussi industrie qui existe. À Montréal, on a une centrale thermique, mais qui récupère le méthane d'un ancien dépotoir qui a été recouvert. On le brûle, donc ça fait de la chaleur. Mais cette chaleur-là, actuellement, n'est pas réutilisée ou très peu. Donc, l'idée, c'est de dire, ben là, on pourrait chauffer une serre avec. Et de comment on réussit à créer une boucle aussi.